Et je vous propose d'entendre maintenant Madame Marie Schippers, qui est la représentante du ministre Furlan, et qui va donc nous parler de cet événement qui a eu lieu en Wallonie et des engagements de la Wallonie. Bonjour à tous. Et donc effectivement, je vous prie d'abord d'excuser l'absence du ministre qui ne pouvait pas venir ici aujourd'hui, donc je suis chargée de le représenter et j'ai pensé que ce serait plus intéressant, plutôt que de faire un discours, de vous faire un petit exposé sur le lien entre tous les niveaux de pouvoir et la concrétisation au niveau local de tous ces engagements qu'on prend dans les négociations internationales. Et voilà que j'avance déjà trop vite. Donc le premier volet porte sur les ambitions internationales, après on descend au niveau européen et puis au niveau wallon et local. Donc au niveau international, vous avez tous bien entendu suivi l'année passée la COP21 et l'adoption de l'accord de Paris. Donc cet accord-là comporte plusieurs éléments vraiment très importants qui sont trois objectifs ambitieux. Le premier en termes d'atténuation, donc celui dont on a le plus parlé, qui a pour objectif de réduire l'augmentation des températures au maximum, de réduire l'augmentation, de la limiter au maximum 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Alors un autre objectif très ambitieux en termes de financement, qui est justement d'arriver à dégager les financements nécessaires à la transition climatique partout dans le monde, y compris dans les pays en développement. Et alors un troisième axe qui est le travail sur l'adaptation, également dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement, puisque vu la responsabilité que les pays du Nord ont dans le changement climatique. Alors, dans ce contexte-là, tous les pays, avant la COP21, avaient dû envoyer leur contribution, donc leur projet, leur engagement de réduction d'émissions. Pour la Belgique, ça s'est fait au travers de l'engagement de l'Union européenne, qui est une réduction de moins 40% d'émissions à l'horizon 2030. Cet objectif-là devra être réalisé en interne, c'est-à-dire sans avoir recours à des mécanismes internationaux au-delà de l'Union européenne. Et une autre clause qui est très importante, c'est la révision de l'ambition cyclique. Donc tous les 5 ans, les parties devront revoir leurs ambitions et elles ne pourront jamais être vues à la baisse. Donc c'est essentiel évidemment à l'augmentation de l'ambition et à l'atteinte de l'objectif. Excusez-moi, je me trompe de flèche. Donc, vous avez aussi sans doute entendu parler d'entrée en vigueur de cet accord de Paris qui a été très rapide. Donc, quand on peut comparer au protocole de Kyoto qui a fallu 8 ans pour qu'il entre en vigueur après son adoption, ici, même pas un an après, on avait atteint les 2 seuils qui permettent l'entrée en vigueur, c'est-à-dire 55% des parties qui l'ont ratifié et un seuil de 55% des émissions globales. Ce double seuil a été atteint au mois d'octobre grâce à la ratification de l'Union européenne. Et cette ratification de l'Union européenne a été permise parce qu'exceptionnellement les États membres ont accepté que l'Union européenne ratifie un traité international avant que l'ensemble des États membres n'aient pu le faire. C'est important parce qu'à ce moment-là, seul cet État membre avait pu ratifier. Et si l'Union européenne n'avait pas pu le faire, elle n'aurait pas pu participer aux premières réunions en tant que partie avec voix décisionnelle, ce qui aurait été quand même un peu dommage vu son implication et son leadership dans toutes les négociations climatiques au fil des années. En ce qui concerne la Belgique, bien entendu, nous avons toujours une situation un petit peu compliquée. Donc c'est un traité mixte qui doit être ratifié à la fois par le fédéral et les entités fédérées, régions et communautés. Les communautés parce qu'on mentionne beaucoup de questions liées à l'éducation et à la recherche. Donc évidemment, le travail est en cours. Le Parlement flamand l'a adopté vers la mi-novembre, le Parlement wallon le 23 novembre, et le travail continue. Je pense que vers le printemps, la Belgique devrait être en mesure de ratifier également l'accord de Paris. Donc, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, nous revenons de la COP 22. Donc, les résultats de ce genre de COP de transition sont toujours un peu plus difficiles à communiquer parce qu'il s'agit de mise en œuvre, ça c'est relativement ésotérique. Hein, donc, mais on peut quand même noter que globalement, il y a eu une atmosphère très positive, après quelques petites frayeurs au moment de l'élection américaine, et finalement qui a eu pour effet de redonner un élan de volontarisme aux États qui ont du coup décidé de republier une déclaration politique qui est très symbolique, mais qui a surtout pour objet de démontrer l'engagement international en la matière.
Donc quelques éléments quand même importants ont été engrangés, et en particulier une avancée importante sur la pérennisation du fonds pour l'adaptation. Donc vous savez, il existe des tas de fonds climatiques auxquels les pays développés doivent participer pour aider les pays en développement. Et celui-là est particulièrement intéressant pour les pays en développement parce qu'ils y sont majoritaires, parce qu'il permet des participations directes dans des projets concrets sur le terrain. Et donc, nous avons avancé dans la voie vers sa pérennisation. Donc les négociations climatiques sont toujours à un rythme très lent et des progressions étape par étape. Et donc on espère qu'en 2018, ça pourrait être définitivement adopté. À mentionner également, en parallèle, donc ça ce sont toutes les négociations qui se déroulent dans le cadre de la Convention cadre pour le changement climatique. Il y a également eu 2 accords très importants au mois d'octobre. Un concernant l'aviation internationale, où là on permet de mettre en place un mécanisme via l'achat de crédit carbone pour neutraliser les émissions de l'aviation civile à partir de 2020. Et un deuxième sous le protocole de Montréal. Le protocole de Montréal, souvenez-vous, dans les années 80, avait été mis en place pour réduire les émissions de gaz fluorés qui créaient le trou dans la couche d'ozone. Ça a très bien fonctionné, donc effectivement la couche d'ozone est en train de se reconstituer. Par contre, on a remplacé ces gaz par d'autres gaz qui ont un effet de serre assez puissant, et donc maintenant l'engagement est d'arrêter évidemment de les utiliser. Donc voilà, ça c'est vraiment le contexte international. Et maintenant les flèches ne bougent plus du tout. Enfin, de toute manière, ce n'est pas grave. De là, on passe au niveau européen. Excusez-moi, maintenant qu'il a décidé de rebouger, on va y arriver. Donc au niveau européen, déjà, on descend d'un niveau, forcément au niveau de la généralité, et on entre un peu plus dans le concret. Et là, déjà, un lien très important est fait avec la consommation et la production d'énergie. Donc, effectivement, parce que les négociations climatiques internationales paraissent parfois un peu désincarnées, ensuite des grands objectifs à long terme, mais oui, mais comment est-ce qu'on les met en œuvre? Donc le niveau européen est déjà intéressant parce qu'il permet de rendre tout ça un peu plus concret. Et donc il y a 2 grandes étapes qui sont déjà inscrites dans les législations. Il y a les objectifs à l'horizon 2020. Donc en 2020, il y avait des objectifs de 20% de réduction des émissions, de 20% de renouvelables dans la consommation et de 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique. Pour 2030, avec la mise en œuvre de cet engagement de moins 40% d'émissions, il y a également un objectif d'au moins 27% de renouvelables et de au moins 27% d'amélioration de l'efficacité énergétique. À cet égard, on peut noter que la Commission a publié mercredi avant-hier ses nouvelles propositions de législation et qu'on passerait à un objectif de 30% en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est toujours ça de plus ambitieux de prix. Et pour 2030, afin d'arriver à atteindre ces objectifs européens, la Commission propose de mettre en place un nouveau système de gouvernance avec des plans d'action des États membres et des rapportages tous les 2 ans. Le plan d'action devra vraiment comporter des mesures dans toutes les dimensions de la politique énergétique et inclure la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça que nous pensons, c'est l'efficacité énergétique, la sécurité d'approvisionnement, l'innovation, la décarbonisation de l'économie, ce qui inclut dans leur jargon également le déploiement de renouvelables, et, j'en ai oublié un, ah oui, la finalisation du marché européen de l'énergie. Donc, après, évidemment, bon, nous avons l'étape belge, mais je vais plutôt passer directement au niveau de la mise en œuvre en Wallonie. Les objectifs climatiques reposent sur le décret climat, qui a une base légale qui a été mise en place dès 2014 et qui était assez innovante à l'époque. Donc on prévoit des objectifs de réduction des émissions à l'horizon 2050 de moins 80 à moins 95% d'émissions. Ces réductions vont reposer sur des budgets d'émissions qui sont établis tous les 5 ans. Là, on est en train de travailler sur les budgets à partir de 2025. Il repose donc sur un comité d'experts qui vient conseiller l'administration et le gouvernement et sur la mise en place d'un plan air-climat-énergie.
que voilà. Donc nous avons publié au mois d'avril le plan Air Climat Énergie 2016-2022 et il présente la particularité d'inclure en plus des mesures sur la qualité de l'air et d'être complètement transsectoriel. Donc il couvre des mesures aussi bien dans l'industrie avec la mise en place et la prolongation des accords de branche que dans la production d'énergie avec tous les objectifs et les soutiens en matière d'énergie renouvelable, dans le bâtiment pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire avec des mesures de mobilité dans le transport aussi bien pour les transports passagers que pour le transport de marchandises, et puis enfin des mesures dans l'agriculture, dans la réduction d'émissions de gaz à effet de serre fluorés, des mesures pour l'adaptation et finalement les principes du financement international que la Wallonie octroie donc aux pays en développement. Lui aussi est inscrit dans un cadre dynamique, donc il est revu tous les 5 ans et il y a un rapport annuel qui permet de rectifier le tir, d'ajouter des mesures ou de les revoir à la baisse si elles ne conviennent pas. Et tous les secteurs sont concernés. Maintenant, je vais juste mentionner 2 mesures spécifiques qui concernent alors vraiment plus précisément les pouvoirs locaux. POLEC 3, donc l'appel à projet a été lancé au mois d'octobre, les candidatures sont attendues pour le mois de février. L'objectif de cette 3e campagne est d'inciter toutes les communes qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire dans le mouvement, à participer, à s'inscrire à POLEC et bien sûr dans la Convention des maires. Et l'objectif à terme est également que ça devienne une condition pour l'octroi des aides pour les pouvoirs locaux. Et donc, en parallèle, on travaille à la mise en place d'un système avec 3 éléments. Un programme de prêt à taux zéro, un programme UREBA exceptionnel mais consacré à la chaleur renouvelable et le UREBA classique qui poursuit sa route et qui prévoit aussi le soutien pour les audits qui sont nécessaires pour faire les transformations dans les bâtiments évidemment. Et alors enfin, la dernière mesure porte plus sur l'adaptation. Donc il y a déjà un outil qui existe et qui est disponible sur le site de la WAC qui permet d'établir un diagnostic de vulnérabilité à l'échelle du territoire. Et pour le moment, on vient de lancer une étude donc, qui vise à mettre en place un outil d'aide à la planification de mesures d'adaptation. Et donc là, on est vraiment dans la mise en œuvre concrète. Ces 2 mesures permettront aux pouvoirs locaux de remplir la partie adaptation du futur plan PAEDC. Frédéric vous corrigera ça tout à l'heure. Et donc voilà, l'idée là c'est de lancer une phase pilote où des communes sont impliquées et font remonter leur expérience afin de développer un outil sur une base concrète et pas basé uniquement sur de la théorie et donc détaché de la réalité. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Madame Skippers.